Frabato, le magicien, par France Bardon, chapitre 3. Comme convenu, les 21 membres spécialisés dans le combat télépathique ainsi que le grand maître de la Fogloge s'étaient rencontrés à nouveau. Ils s'occupèrent, en premier lieu, du directeur Z, président d'une grande banque. Frère Silésius lui avait révélé d'importants secrets concernant les 28 degrés d'initiation de la loge. Puisque Z n'en était pas membre, il avait le choix entre le devenir ou mourir. Cependant, comme sa propre nature était incompatible avec celle des membres, il fut condamné à mort. En tant que président d'une grande banque, Z avait un certain pouvoir reconnu dans le pays et, en conséquence, ils décidèrent de l'utiliser pour obtenir beaucoup d'argent. La loge se composait essentiellement de gros capitalistes qui avaient amassé une grande fortune en usant de méthodes occultes afin de posséder, en période de crise, un bon pécule. Dans ce but, ils s'étaient toujours exercés à l'emploi de moyens de toutes sortes. La vie d'un homme n'avait pour eux aucune valeur et ils surent toujours comment exploiter, dans leur propre intérêt, ce qu'ils appelaient un tribunal. Des méthodes compliquées, un entraînement et l'expérience les rendaient capables d'accomplir leurs desseins criminels sous les yeux du public sans que cela n'éveillât le moindre soupçon. Leur travail était facilité par le fait qu'en Allemagne, la grande majorité des gens n'accordaient aucune attention aux recherches relatives aux pouvoirs et aux lois de la pensée. La loge offrait au public des spectacles singeant l'occultisme dans le seul but de prouver que tout cela n'était fondé que sur des supercheries et des mensonges. Ils savaient parfaitement bien que la diffusion de la connaissance de l'occultisme ferait surgir une société nouvelle qui entraverait leur propre manière d'agir. Par ailleurs, ils encouraient le danger d'être repérés par des occultistes réalisant un travail bénéfique et d'être donc dénoncés. Ce que faisait Frabato, qui était capable de démontrer de façon patente l'existence de pouvoirs mentaux et les lois de la pensée, suscitait naturellement leur hostilité. S'il avait été un simple prestidigitateur, la loge n'aurait eu aucune raison d'intervenir. Le grand maître, en particulier, était plein de haine à l'égard de Frabato car il ne pouvait lui pardonner d'avoir révélé la vie qu'il avait menée. Ils décidèrent donc de tout mettre en œuvre pour l'empêcher de se produire en spectacle. En premier lieu, ils préparèrent la mise à mort de Z. Le secrétaire demanda au gardien de la maison d'aller chercher sa fille Ellie, qui, en de telles circonstances, remplissait les fonctions de médium clairvoyant. La jeune fille vivait là, seule avec son père, sa mère étant décédée quelques années auparavant. Ellie avait 18 ans, une silhouette mince, des cheveux bruns et ondulés ainsi que des yeux d'un bleu sombre. Bien qu'elle n'aimât pas ce rôle de médium, elle n'osait pas le refuser de peur que son père eût perdu sa place. Après quelques minutes, Ellie apparut dans la salle de réunion, accompagnée du secrétaire. Selon les recommandations de ce dernier, un sofa avait été placé au milieu de la pièce et recouvert d'un drap de soie blanche. Un deuxième drap était posé à côté, au cas où il faudrait isoler le médium pendant l'expérience. Puis, le grand maître fit signe de commencer la séance. Ellie devait s'étendre sur le sofa et le secrétaire s'assit sur une chaise, à côté d'elle. Il la regarda dans les yeux, d'un feu intense, en utilisant des formules de suggestion. En quelques minutes, Ellie se trouvait dans la première phase de l'hypnose. Par de nombreuses passes magnétiques, le magicien lui suggéra d'atteindre le degré le plus profond. Quelques passes sur la poitrine rendirent la jeune fille capable de parler pendant son sommeil. Ellie était tellement entraînée à cette forte hypnose qu'elle pouvait, sans aucune difficulté, obéir à n'importe quel ordre. On lui demanda d'abord, de savoir, par projection mentale, quelle était l'occupation de Frabato au même moment. Elle répondit immédiatement que celui-ci faisait des démonstrations sur une scène. Le secrétaire rappela très vite l'esprit du médium de crainte que Frabato reconnut sa présence et ne s'intéressa soudain à leur réunion. Puis on lui ordonna de rapporter les activités de Z. Elle fit savoir qu'à ce moment il était chez lui en train de lire le journal. Interrogée sur la présence d'autres membres de la famille, la jeune fille répondit qu'il était seul. Cette situation poussa le grand maître à agir. À son signal, les frères formèrent un cercle autour d'Ellie et de l'opérateur afin de charger le médium de fluide magnétique.
Lorsque l'intensité de la charge fut suffisante, on ordonna à la jeune fille d'hypnotiser le directeur et de l'observer constamment. Influencé par le médium, Z ressentit une insoutenable envie de dormir. Allant péniblement au lit, il s'y écroula. Ellie le fit savoir. On lui ordonna de rester en contact avec lui. Par cette attaque occulte, Z devenait un instrument sans volonté aux mains de la loge. Le secrétaire alors grava le nom de Z sur le plexus solaire du médium, créant ainsi un lien très étroit avec la victime. Ensuite, ce disque fut posé sur le front de la jeune fille afin de rendre le mental du directeur réceptif aux ordres par téléhypnose. Enfin, après avoir touché les oreilles et la poitrine du médium, ce disque fut mis de côté. Le sofa supportant le médium fut poussé un peu plus loin, le cercle que formaient les frères s'ouvrit et le grand maître s'assit en son milieu. Le petit disque de cire était maintenant légèrement chauffé et avait la forme d'une coquille. Scandant plusieurs fois les mêmes formules magiques, le maître se mit lui-même en transe afin de pouvoir établir un meilleur contact sur le plan mental avec le récepteur. Pour réaliser pareille transmission, il recevait la force du cercle formé par les frères. D'une voix suggestive, il prononça les mots suivants dans la petite coquille de cire. Demain matin à 11h45 précise, un jeune homme entrera dans votre bureau. Il portera un costume sombre et une cravate rouge. Cet homme vous demandera un prêt d'1 million de marks pour la construction d'un immeuble en Suisse. Incapable de refuser, vous accéderez à sa requête. Lorsque, par 3 fois, cet homme se sera passé la main droite sur le front, vous lui signerez un chèque d'1 million de marks. Dès que vous lui aurez remis ce chèque, vous dormirez pendant 5 minutes exactement. Lorsque vous vous réveillerez de nouveau, vous aurez oublié tout ce que vous avez fait durant l'heure précédente. Vous ne pourrez, en aucun cas, vous rappeler la physionomie du jeune homme et tous les détails de cet incident auront disparu de votre mémoire. À partir de ce moment-là, vous vous sentirez malade. Vous aurez mauvaise mine et vous serez poursuivi par une agitation nerveuse. Pendant de nombreuses heures vous serez complètement amorphe, et de jour en jour vous deviendrez de plus en plus fatigué et dépressif. La moindre petite contrariété vous ennuiera et vous ne pourrez trouver le calme à cause de cela. Rien de ce qui existe au monde ne pourra vous réjouir. Finalement, tout ce qui vous entoure vous sera insupportable et, après exactement 14 jours, vous vous tuerez au moyen d'un revolver. Z avait une position honorable et était bien connu en raison de l'excellence de ses compétences. Un jour, lorsqu'il était à Londres, il avait été volé et depuis, il était très prudent et gardait toujours un revolver chargé près de son lit. La suggestion terminée, le grand maître regarda fixement la coquille de cire pendant quelques minutes, puis il fit un signe rituelique en l'enveloppant d'un morceau de soie violette que le secrétaire lui avait donné. Le cercle magique formé par les frères se dissolut et ceux-ci reprirent leurs places respectives au centre de la pièce. On ramena le sofa supportant le médium et le secrétaire rappela l'esprit de la jeune fille et l'envoya chez Frabato. Celui-ci avait déjà terminé sa représentation et était en visite chez un ami. Le médium révéla son adresse exacte et fit savoir que tous les membres de la famille de cet ami étaient couchés. Leur conversation était si animée que Frabato ne se rendit pas compte qu'Ellie était en train de l'observer. Après ces informations, le secrétaire rappela l'esprit du médium et, par des passes magnétiques et des formules magiques adéquates, lui fit reprendre conscience. Elle n'avait aucune idée des dessins que la loge avait réalisés avec son aide. La somme confortable qui lui était consentie pour ce travail lui convenait parfaitement, bien que la singulière organisation de ces réunions lui parût fort mystérieuse. Le secrétaire la conduisit aimablement hors de la salle et lui donna, en récompense, quelques billets de banque. La Fogloge possédait, parmi ses pouvoirs secrets, celui d'endormir n'importe qui, de le réveiller à nouveau, de le rendre malade ou bien portant, de le régénérer ou de le tuer, comme bon lui semblait. Cependant, les membres dirigeants ne détenaient ces facultés et cette connaissance que parce qu'il avait fait, au préalable, un pacte avec le roi des démons.
Ils pouvaient soumettre à leur influence n'importe quelle personne qui n'avait pas développé ses capacités psychiques par des méthodes occultes et qui ne détenait, en conséquence, aucun moyen de détecter l'origine de l'ascendant qu'elle subissait. Pour la loge, Fra Bato était un cas car il connaissait toutes les pratiques occultes et de plus, il était sous la protection des « frères de lumière ». Ceux-ci n'étaient pas inconnus de la Fog-Loge mais cette dernière n'avait aucune idée de leur pouvoir. Ils décidèrent de se débarrasser de Fra Bato au moyen d'une attaque magique. Après une rapide discussion, le secrétaire sortit de la pièce où était rangé parmi les instruments, un appareil qu'il appelait épaphone. On plaça ce dernier au milieu de la salle. Cette machine émettait un rayon capable de donner la mort à quelque distance que ce soit, elle était l'instrument le plus puissant que la Fog-Loge possédait. Si la photographie d'un être humain, d'un animal ou bien leur mise était soumise à la projection de ces rayons, non seulement leur corps physique mais aussi leur corps astral était touché. À n'importe quelle distance, la matière était détruite par cette machine. De plus, elle servait à transmettre de l'énergie sans l'usage de fils, ce dont rêve même la science moderne. Elle pouvait, en outre, envoyer toutes sortes de pensées. Enfin, par le biais de cet instrument, il s'avérait possible de provoquer un empoisonnement et des maladies nerveuses qui resteraient une énigme pour la médecine. Un portrait ou un objet personnel suffisait généralement pour entrer en contact avec la personne à influencer, la distance n'altérant pas les effets de ce procédé. Il n'avait pas été difficile pour la Fog-Loge de se procurer un portrait de Fra Bato qui, bien connu du public, avait souvent sa photographie reproduite dans les journaux. Le grand maître plaça la photographie du magicien sur le foyer du tépaphone et jeta un combustible, une mixture d'alcool spécialement préparée, sur le feu. Au même moment les autres formèrent un cercle magique autour de l'appareil afin d'intensifier l'élément feu sur le plan matériel dans ce combat télépathique. Les magiciens noirs recouraient généralement à cette méthode lorsque la victime avait de grandes facultés occultes. Le tépaphone était également utilisé pour les exécutions portant sur les membres de la loge. Jusque-là, l'appareil avait donné toute satisfaction. Le diagnostic des médecins avait toujours été « crise cardiaque ». Fra Bato était encore chez son ami et leur passionnant entretien n'en finissait pas. Ils étaient tous les deux si absorbés qu'au début, ils ne remarquèrent pas l'attaque de la Fog-Loge. Ce ne fut que lorsqu'il se mit à transpirer que Fra Bato prit conscience d'une situation anormale. Il marcha de long en large dans la pièce, essayant de dépister la cause de cette chaleur inhabituelle. Il n'avait jamais connu cela auparavant. La température se mit à monter, même dans la chambre, affectant aussi son ami. Fra Bato s'aperçut vite que l'origine de cette chaleur n'était pas dans son propre corps. Son bracelet montre et sa bague brûlaient comme du feu sur la peau. Il n'y avait plus de doute maintenant, un pouvoir extérieur à lui-même cherchait à le tuer. Il voulut affronter ce dernier mais la chaleur avait déjà pénétré son corps si fortement qu'il ne fut plus capable de se concentrer. Il s'écroula sur une chaise, sans force. Son ami était également impuissant devant ce phénomène. Que faire dans un tel cas ? Un secours médical n'avait aucun sens car, contre des effets d'ordre magique, que pouvaient faire les praticiens ? Dans les veines de Fra Bato, le sang bouillait presque et bien qu'il essaya de résister, il ne put influencer efficacement son corps par son esprit. Dans cette situation désespérée, Fra Bato demanda à Dieu aide et inspiration. Il était convaincu qu'il serait sauvé si son destin n'était pas de finir cette incarnation à cette heure précise. Son ami tenta de le magnétiser mais en vain, la chaleur de la chambre était devenue insupportable. Soudain Fra Bato entendit une voix à l'intérieur de lui-même qui lui disait « Détourne le feu vers l'eau ». Il ouvrit les lèvres et murmura « De l'eau, de l'eau ». Son ami se précipita hors de la pièce et s'empara d'un seau qu'il remplit d'eau. Il l'apporta à Fra Bato qui y plongea sa main droite, sans force. Au même moment il se sentit soulagé et après quelques minutes la clarté et le pouvoir de ses pensées étaient reconstitués. L'eau devenant de plus en plus chaude, son ami lui apporta un autre seau. Ainsi, la chaleur était-elle pompée par l'eau et ce, pendant un long temps car l'attaque de la Fog-Loge continuait.
Néanmoins, comme les rayons destructeurs traversaient le corps à présent sans aucun effet négatif, Frabato se sentit bientôt assez fort pour utiliser ses facultés de clairvoyance. Il suivit, sur le plan mental, les rayons de la mort et découvrit vite que ceux-ci provenaient de la Fog-Loge. Vous regretterez bientôt de m'avoir attaqué ainsi, pensa-t-il, autant que le permettent les lois cosmiques, j'essaierai de déjouer tous vos plans futurs. Tant que le tépaphone émettait ses rayons, Frabato devait continuer de détourner la chaleur vers l'eau. Il regarda donc sans cesse, par clairvoyance, la réunion de la loge. 1 heure.